Comment 20 000 cavaliers des steppes d'Asie ont-ils pu anéantir 100 000 chevaliers européens cuirassés en seulement 72 heures? Imaginez cela. En avril 1241, deux des défaites les plus catastrophiques de l'histoire militaire européenne se sont déroulées presque simultanément. Elles étaient séparées par seulement 2 jours et quelques centaines de kilomètres. Le 9 avril, à Legnica en Pologne, la fleur de la chevalerie européenne fut massacrée. Des ducs polonais, des chevaliers allemands et des templiers français périrent dans un champ. Ce lieu resterait dans les mémoires comme Wallstatt, le lieu du carnage. 2 jours plus tard, le 11 avril, à la rivière Sajó, en Hongrie, une armée 5 fois plus grande que celle qui combattit à Legnica fut totalement détruite. Les chroniqueurs médiévaux appelleraient cet événement un massacre plutôt qu'une bataille. Les Mongols ne se sont pas contentés de vaincre ces armées. Ils les ont annihilées, teignant les rivières de sang. Ils ont aussi empilé les cadavres si haut que des témoins affirmèrent même pouvoir traverser le champ de bataille sans toucher le sol. Une fois la fumée dissipée et les hordes mongoles ayant terminé leur travail, plus de nobles et de chevaliers européens étaient morts que dans tout conflit précédent de l'histoire médiévale. C'est l'histoire de la plus grande machine militaire jamais vue. Elle a tracé un chemin de terreur à travers le cœur de l'Europe chrétienne. Ces 2 jours d'une brutalité inimaginable ont failli changer le cours de la civilisation occidentale pour toujours. Au printemps 1241, l'Europe était totalement impréparée à ce qui allait la frapper. Le continent avait bien sûr entendu des rumeurs. De terrifiantes histoires venaient de l'Est. Elles parlaient de guerriers mystérieux pouvant couvrir des distances impossibles. Ces guerriers combattaient avec des tactiques inconnues des Européens. Ils ne montraient aucune pitié aux villes qui résistaient. C'étaient les Mongols. Leur réputation s'était bâtie sur des empires conquis et des villes incendiées. Leur territoire s'étendait de la Chine aux portes de Vienne. L'homme qui orchestrerait cette invasion était Subutai. Il était sans doute le plus grand stratège militaire de tous les temps. À 70 ans, ce vétéran aguerri avait commandé des armées pendant plus de 4 décennies. Il n'avait jamais connu la défaite. Il avait personnellement conquis plus de territoires que n'importe quel général dans l'histoire humaine. Il avait dépassé Alexandre, César ou Napoléon. Sous son génie stratégique et le commandement de Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan lui-même, l'empire mongol avait déjà avalé la Russie. Les princes russes avaient été écrasés à la rivière Khalkha en 1223. Les Mongols avaient alors placé les chefs vaincus sous des planches de bois. Puis, ils avaient célébré leur victoire en festoyant dessus. Les chefs succombèrent, écrasés et asphyxiés. Telle était la manière mongole. C'était une guerre psychologique mêlée de génie militaire et d'une cruauté absolue. L'armée mongole qui déferla sur l'Europe en 1241 ne ressemblait à rien de ce que les chevaliers médiévaux avaient rencontré. Ce n'étaient pas des barbares désorganisés. Il s'agissait d'une machine militaire professionnelle affûtée par une guerre constante. Chaque guerrier mongol s'était entraîné dès l'enfance au tir à l'arc et à l'équitation. Il pouvait tirer des flèches avec une précision mortelle en galopant à pleine vitesse. Il communiquait grâce à un système complexe de drapeaux et de signaux. Cela permettait à leurs généraux de coordonner les mouvements sur de vastes distances. Ils utilisaient des réseaux de renseignements sophistiqués. Des espions étaient envoyés en avant pour semer la discorde. Ils étudiaient les faiblesses de leurs ennemis avec une efficacité impitoyable. Leurs arcs composites pouvaient percer les armures à des portées bien supérieures à celles des arcs longs européens. Leurs tactiques de fausse retraite, d'encerclement et de mouvements en pinces coordonnés avaient vaincu toutes les armées, de la Corée à la Pologne. Le plus terrifiant était leur vitesse. Elle était inimaginable pour les standards européens.
Ce qu'il aurait fallu des semaines à une armée européenne pour parcourir, les Mongols pouvaient le couvrir en quelques jours. Ils venaient avec un message clair de Batu Khan. Il fallait se soumettre complètement ou être totalement détruit. Il n'y aurait pas de troisième option. Le décor de la catastrophe fut planté lorsque le roi Béla IV de Hongrie prit une décision fatale. Cette décision scella le destin de son royaume. Les Koumans, un peuple nomade écrasé par les Mongols plus à l'est, s'enfuirent vers l'ouest. Ils cherchaient un refuge en Hongrie. Béla les accueillit. C'étaient environ 40 000 réfugiés. Le roi espérait les convertir au christianisme et renforcer ainsi sa puissance militaire. Les Mongols considéraient les Koumans comme leur sujet. Ils envoyèrent un ultimatum à Béla. Ils devaient rendre leurs biens ou faire face à leurs courroux. Le roi hongrois refusa. À ce moment précis, il condamna son royaume à l'une des invasions les plus dévastatrices de l'histoire européenne. Les Mongols y virent un casus belli. C'était une juste cause de guerre. Subutai commença alors à planifier une invasion. Elle allait terrifier les cœurs européens pendant des générations. Mais avant que le coup principal ne frappe la Hongrie, Subutai conçut une brillante stratégie de diversion. Il enverrait une force plus petite. Entre 8 000 et 20 000 cavaliers, commandés par les princes Baïdar, Horda et Kadan, allaient ravager la Pologne. Leur mission était simple. Ils devaient devenir et détruire toutes les armées polonaises susceptibles de venir en aide à la Hongrie. Ils devaient aussi semer la terreur en Europe centrale. De plus, ils devaient immobiliser les renforts. Ce n'était qu'une feinte, une diversion. Pourtant, elle allait aboutir à l'une des victoires militaires les plus complètes jamais réalisées par les Mongols. Le duc Henri II le Pieux de Silésie incarnait tout ce qu'un chevalier chrétien médiéval était censé être. Né dans la dynastie Piast qui régnait sur la Silésie, Henri avait passé toute sa vie à se préparer. Il défendait son royaume et la chrétienté elle-même. Les chroniqueurs contemporains le célébraient comme un parangon de chevalerie et de piété. C'était un homme qui incarnait les nobles vertus que la société médiévale prisait par-dessus tout. Il était expérimenté dans la guerre. Il était aimé de ses sujets et profondément religieux. Lorsque la nouvelle lui parvint que les forces mongoles ravageaient la Pologne, brûlant des villes et massacrant les populations, Henri fit exactement ce que sa formation et sa foi exigeaient. Il rassembla une armée pour les arrêter. Tout au long de mars 1241, il réunit des forces de tout son royaume. Ses propres chevaliers silésiens étaient des troupes les mieux entraînées et les plus loyales sous son commandement, des conscrits de Grande-Pologne, des guerriers buaillés moraves sous Boleslav, des mineurs d'or bavarois volontaires de la ville de Złatoryja, des hommes rudes qui savaient se battre, et des mercenaires attirés par la promesse de gloire et de pillage le rejoignirent. Surtout, un petit mais élite contingent de chevaliers templiers fut envoyé par le pape Grégoire IX lui-même. Les Templiers, ces moines guerriers légendaires ayant combattu lors des croisades, comptaient peut-être 68 à 88 soldats hautement entraînés. Henri savait que le roi Venceslas Ier de Bohême marchait avec une armée massive pour le rejoindre. Des sources suggèrent que la force bohème était plus de 2 fois la taille de la sienne. S'ils pouvaient faire la jonction avec Venceslas, ils auraient de l'avantage numérique. Mais Henri n'eut jamais cette chance. Les Mongols n'avaient aucune intention de laisser les armées européennes s'unir. Utilisant leur réseau de renseignements supérieurs et leur mobilité fulgurante, Baïdar et Kadan manœuvrèrent pour intercepter Henri. Ils le firent avant l'arrivée des renforts bohèmes. Ils avaient déjà démontré leur terrifiante efficacité en saccageant Sandomierz le 3 mars. Ensuite, ils avaient vaincu une armée polonaise à la bataille de Tursko. Puis, ils écrasèrent une autre force à Chmielnik le 18 mars. Enfin, ils brûlèrent Cracovie le 24 mars. Chaque victoire était marquée par un massacre systématique. Les Mongols tuaient les hommes en âge de combattre, réduisaient en esclavage les femmes et les enfants.
Ils laissèrent des ruines fumantes là où des villes prospères se tenaient. Le 9 avril 1241, les deux armées se rencontrèrent enfin à Legnica Pole, le champ de Legnica. Cet endroit se situait à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville. Henri commandait quelque part entre 7 000 et 25 000 hommes. Les historiens débattent toujours des chiffres exacts. Cependant, une partie significative était composée de paysans mal entraînés. Ils étaient armés de peu plus que d'outils agricoles. La force mongole comptait peut-être de 8 000 à 20 000 cavaliers aguerris. Sur le papier, les chiffres semblaient quasi égaux. En réalité, l'issue ne fit jamais de doute. Henri divisa sa force en 4 divisions, selon le style classique européen. Boleslav commandait les mineurs bavarois dans la première division. Soulisao, frère du palatin déchu de Cracovie, menait les conscrits de Grande-Pologne dans la deuxième. Le duc Mieszko II commandait les forces d'Opole dans la troisième. Henri commandait personnellement la 4e division, la réserve. Elle était composée de ses chevaliers silésiens d'élite, des Moraves et des précieux Templiers. Le plan européen était simple. Avancer en formation, submerger l'ennemi avec des charges de cavalerie blindée, puis les écraser grâce à une supériorité au corps à corps. Les Mongols avaient un plan très différent. Ils utilisaient les mêmes tactiques depuis des décennies avec un succès dévastateur. Ils ne voyaient aucune raison de changer maintenant. La bataille commença lorsque l'avant-garde de l'armée mongole engagea la cavalerie silésienne. C'étaient les Mangudai, une cavalerie légère d'élite spécifiquement entraînée à l'art de la fausse retraite. Après un bref affrontement, ils tournèrent et s'enfuirent. Cela ressemblait à de la lâcheté, comme si les Mongols se débandaient déjà. Les chevaliers d'Henri, excités par la perspective d'une victoire facile, éperonnèrent de leurs chevaux et se lancèrent à leur poursuite. La cavalerie polonaise de Grande-Pologne rejoignit la poursuite. Puis le contingent d'Opole s'y joignit également. C'était exactement ce que les Mongols voulaient. Alors que les chevaliers européens lourdement armés fonçaient en poursuite, ils se séparèrent de leur infanterie. Ils s'étirèrent en une charge désorganisée. La cavalerie légère mongole fit soudainement volte-face sur les flancs. Simultanément, les Mangudai stoppèrent leur retraite. Ils firent face à leurs poursuivants. Le piège s'était refermé parfaitement. Des archers à cheval mongols commencèrent à pleuvoir des flèches sur la cavalerie européenne massée. Elles venaient de 3 côtés, de l'avant, de la gauche et de la droite. Les Mongols maintenaient leur distance grâce à leur mobilité supérieure. Les arcs composites utilisés par les Mongols pouvaient percer la cotte de maillet à courte portée, même lorsque les flèches ne pénétraient pas. Ou blessaient les chevaux. Cela causait le chaos dans les formations de cavalerie compacte. Puis les Mongols déployèrent une arme qui terrifiait les Européens médiévaux, des écrans de fumée. Utilisant une forme de dispositif incendiaire, ils créèrent d'épais nuages de fumée. Il s'agissait peut-être d'anciennes armes à poudre ou de matériaux enflammés imbibés de naphta. Ces nuages se répandirent sur le champ de bataille. Les Européens, déjà confus et subissant des pertes, ne pouvaient plus voir ce qui se passait. Dans ce chaos, quelqu'un cria en polonais. C'était peut-être un agent mongol ou simplement un soldat paniqué. Il traversa les lignes polonaises en criant « Fuyez! Fuyez !» Le duc Mieszko, croyant la bataille bientôt perdue ou pensant avoir reçu l'ordre de se retirer, retira tout son contingent d'Opole du champ de bataille. Ce retrait exposa complètement le flanc d'Henri. Voyant son armée s'effondrer, Henri engagea sa réserve. C'était sa garde personnelle de chevaliers silésiens et les Templiers. C'étaient les meilleurs guerriers de son armée. Ils étaient en armure de mailles et de plaques. Ils montaient de puissants chevaux de guerre.
C'étaient des vétérans de nombreuses campagnes. Ils chargèrent dans l'Indian et ils chargèrent dans la mêlée avec un courage désespéré. Pendant un instant, ils repoussèrent même les Mongols. Les Templiers, combattant avec la ferveur religieuse d'hommes qui croyaient y défendre la chrétienté elle-même, tinrent bon. Cela se produisit même lorsque les formations autour d'eux s'effondraient. Mais le courage et la foi ne purent vaincre le génie tactique et la supériorité numérique. Les Mongols contournèrent simplement les points forts européens. Ils continuèrent à pleuvoir des flèches sur les chevaliers massés. Pendant ce temps, leur cavalerie lourde se déplaça pour les encercler. Alors que les formations européennes commençaient à se désintégrer, le véritable massacre commença. Les cavaliers mongols poursuivirent les chevaliers en fuite. Ils les tuaient avec des lances et des sabres, alors qu'ils tentaient désespérément de s'échapper. Le duc Henri lui-même, voyant la bataille totalement perdue, tenta de fuir avec 3 gardes du corps. Il n'y parvint jamais. Des cavaliers mongols les rattrapèrent. Ils le frappèrent sans amuser. Puis, ils commirent un acte destiné à terroriser tout survivant. Ils le décapitèrent. Les guerriers des Mongols exhibèrent ensuite sa tête sur une lance devant les murs de Legnica. C'était un avertissement macabre de ce qui arrivait à ceux qui résistaient à l'Empire mongol. Les pertes racontent une histoire d'anéantissement complet. Les estimations varient de 2000 à 40 000 morts européens. Ce qui est certain, c'est que l'armée de Henri fut essentiellement détruite. Ponce d'Aubon, maître des Templiers en France, rapporta au roi Louis IX que l'ordre avait perdu 500 personnes au total. Ces pertes incluaient 9 frères chevaliers, 3 frères de la chevalerie et 2 sergents. Des victimes supplémentaires furent enregistrées lors de raids ultérieurs sur 3 villages templiers. Les Templiers, qui avaient livré leur dernier combat, avec un courage légendaire, furent tués jusqu'au dernier homme sur le champ de bataille. Les Mongols, selon leur coutume, coupèrent l'oreille droite de chaque soldat européen tombé. Ils voulaient compter les morts. Selon les chroniqueurs, ils remplirent 9 sacs d'oreilles. Si cela était ne serait-ce que lointainement exact, cela suggère des milliers et des milliers de morts. Boleslav de Moravie fut tué. La plupart des nobles qui avaient répondu à l'appel de Henri gisaient morts sur le terrain. Les Mongols subirent également des pertes, bien que les chiffres soient inconnus. Cependant, leurs pertes furent apparemment assez importantes. Quand ils apprirent que le roi Venceslas de Bohême approchait avec son armée massive, ils évitèrent cette bataille. Ils avaient accompli leur mission d'empêcher les renforts polonais d'atteindre la Hongrie. Mais le 9 avril n'était que le prélude. La vraie catastrophe se déroulait 350 km au sud. Subutai était sur le point de démontrer pourquoi il était considéré comme le plus grand général de son époque. Le roi Béla IV de Hongrie faisait face à des problèmes bien au-delà de la menace mongole externe. La Hongrie en 1241 était un royaume qui se déchirait de l'intérieur. Le père de Béla, le roi André II, avait été notoirement généreux avec les terres royales. Il avait fait don de comtés entiers à des nobles. Ces nobles commandaient désormais des armées privées et défiaient l'autorité royale. Quand Béla hérita du trône, il tenta de récupérer ses terres. Il exécuta ou expulsa les conseillers de son père. Il traita les nobles avec un froid mépris. Il retira même les chaises de la chambre du conseil. Il força tout le monde à se tenir debout en sa présence. C'était une démonstration de son pouvoir absolu. L'arrivée de 40 000 réfugiés Coumans, que Béla accueillit et protégea, ne fit qu'accroître les tensions. Les Coumans nomades ne s'intégraient pas bien aux Hongrois sédentaires. Les nobles en voulaient au roi de soutenir les Coumans dans les différends. Cette friction interne se révélerait catastrophique lorsque l'invasion mongole commença. L'invasion mongole de la Hongrie fut un chef-d'œuvre de coordination stratégique.
Subutai l'avait planifié pendant des mois. La force mongole principale se divisa en 3 pointes. Elles étaient menées conçues pour frapper la Hongrie simultanément depuis plusieurs directions. La force du Nord, les mêmes troupes qui allaient dévaster la Pologne, protégerait le flanc et empêcherait les renforts. La force du Sud attaqua à travers la Transylvanie. Elle vainquit le voïvode et écrasa les armées transylvaniennes. Cela ouvrit la frontière sud-est de la Hongrie. L'armée principale, dirigée par Batu Khan et Subutai lui-même, traversa le col fortifié de Verek. Elle anéantit l'armée hongroise dirigée par Denis Tomaj, le comte palatin. Cela eut lieu le 12 mars 1241. Une 4e pointe sous le frère de Batu, Shiban, marcha en arc vers le nord. Le roi Béla avait tenté de préparer des défenses. Il supervisa personnellement la construction de denses barrières naturelles. Celles-ci étaient situées le long de la frontière orientale de la Hongrie. Elles devaient ralentir l'avancée mongole. Les Mongols franchirent ces obstacles en seulement 3 jours. Combinés à leur vitesse effrayante, les Hongrois n'eurent jamais la chance de regrouper correctement leurs forces. Un observateur européen la décrivit comme la foudre. La situation de Béla passa de mauvaise à catastrophique. Le duc Frédéric II d'Autriche, venu initialement pour aider, fomenta des émeutes. Ces émeutes menèrent au meurtre du Khan Kouman. Le Khan était sous la protection personnelle du roi. La responsabilité de Frédéric fut débattue. Des agents mongols auraient peut-être propagé les rumeurs qui déclenchèrent la violence. Le résultat fut un désastre. Les Koumans, croyant n'avoir été trahis, s'enfuirent de Hongrie vers le sud. Ils pillèrent et incendièrent sur leur passage. Béla perdit 40 000 soldats mi-potentiels en une seule journée. Beaucoup de nobles Hongrois, haïssant leur roi, refusèrent simplement de rejoindre son armée. D'autres arrivèrent trop tard. Plusieurs contingents furent détruits par les forces mongoles. Cela se produisit avant qu'ils ne puissent se joindre à l'armée hongroise principale. L'archevêque Ugrinchak de Kalocsa tenta d'attaquer un contingent mongol. Il fut attiré dans un marais. Sa cavalerie lourdement blindée s'y retrouva désespérément enlisée. Il échappa de justesse à la mort. Lorsque Béla réussit finalement à assembler une armée pour affronter la menace mongole, il commandait peut-être de 25 000 à 50 000 hommes. Les historiens débattent des chiffres exacts. Cependant, une partie significative était constituée de recrues inexpérimentés. Plus problématique encore, beaucoup de ces nobles le méprisaient et lui témoignaient peu de loyauté. Ils combattraient non par amour pour leur roi. C'était parce qu'ils étaient piégés par l'avancée mongole sans nulle part où aller. Dans la nuit du 10 avril 1241, l'armée hongroise campa près de la rivière Sajo, à un endroit appelé Mouhi. Béla ordonna la construction d'un camp fortifié de chariots. C'était une mesure défensive, éprouvée contre les armées du nomade. Le roi l'ignorait. L'armée mongole principale, composée d'entre 15 000 et 50 000 cavaliers aguerris, était postée de l'autre côté du fleuve. Elle était cachée par le terrain boisé. Un esclave rutène évadé des Mongols atteignit le camp hongrois. Il les avertit que les Mongols prévoyaient une attaque de nuit. Cette attaque devait se faire à travers le pont enjambant le Sajo. La direction hongroise débattit de la marche à suivre. Beaucoup de nobles ne croyaient pas que les Mongols attaqueraient réellement. Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un autre raid. Le frère de Béla, Koloman, duc de Slavonie, et l'archevêque Ugrinchak décidèrent de prendre les choses en main. Ils quittèrent le Issei, quittèrent le camp fortifié avec leurs troupes. Rambald de Vogzon, le maître templier, les accompagnait. Ils se dirigèrent vers le pont vers minuit. Ce qu'ils trouvèrent à leur arrivée changea tout. L'avant-garde mongole, envoyée par Batu pour sécuriser le pont à la faveur de l'obscurité, était en train de traverser. C'est à ce moment que les forces de Koloman et Ugrin arrivèrent. Les Hongrois les prirent au dépourvu. Ils les forcèrent à combattre sur les 3 ponts. Le pont s'étendait sur au moins 200 mètres au-dessus du fleuve.
Les arbalétriers hongrois s'infligèrent de terribles pertes aux Mongols. Ceux-ci ne pouvaient pas manœuvrer dans cet espace confiné. Thomas de Split, un chroniqueur contemporain, écrivit que les Hongrois chargèrent immédiatement les Mongols. Ils en abattirent un grand nombre et repoussèrent non les autres au-delà du pont. Beaucoup se noyèrent alors, hors dans le fleuve. L'avant-garde mongole fut pratiquement anéantie. Koloman et Ugrin laissèrent des gardes au pont et retournèrent au camp vers 2 heures du matin. Ils célébraient leur victoire. Ils ignoraient qu'ils venaient de gagner une escarmouche contre une force de reconnaissance. Pendant ce temps, l'armée mongole principale s'apprêtait à traverser le fleuve. Elle le ferait à 2 endroits différents. Subutai, le génie tactique âgé de 70 ans qui avait écrasé les armées de la Chine à la Russie, adapta immédiatement son plan. Il envoya Shiban vers le nord avec une force plus petite. Sa mission était de trouver un gué et de traverser le fleuve. Il devait attaquer l'arrière des défenseurs du pont. Simultanément, Subutai se dirigea vers le sud pour construire un pont improvisé. Il laissa Batu Khan avec un plan pour utiliser des armes de siège. Celles-ci devaient dégager les défenseurs hongrois. À l'aube du 11 avril, la vraie bataille commença. Batu positionna 7 lanceurs de pierre. C'étaient des machines de siège avancées que les Mongols avaient appris à utiliser. Ils les avaient acquises lors de leur conquête des villes chinoises. Il commença à bombarder les gardes hongrois sur le pont. Ce n'étaient pas les catapultes primitives que les Européens connaissaient. C'étaient des trébuchets à contrepoids sophistiqués. Ils étaient capables de lancer d'énormes pierres avec une précision terrifiante. Le bombardement brisa la ligne défensive hongroise. Quand la force de Shiban arriva du nord, les gardes du pont s'enfuirent paniqués vers le camp. Le bruit réveilla le reste de l'armée hongroise. Koloman, Ugrin et le maître templier conduisirent leurs troupes à nouveau à l'extérieur. Ils pensaient ne faire face à une autre attaque mineure. Au lieu de cela, ils virent des milliers et des milliers de cavaliers mongols traverser le pont. Ils réalisèrent sans avec horreur que ce n'était pas un raid, c'était toute l'armée mongole. Après des combats désespérés, ils se retirèrent même vers le camp fortifié. Ils s'attendaient à ce que le roi Béla ordonne immédiatement le déploiement de toute l'armée pour la bataille. Au lieu de cela, ils trouvèrent le chaos. Béla n'avait donné aucun ordre pour préparer le combat. Ses nobles se disputaient. Beaucoup ne croyaient toujours pas que le danger était réel. Un temps précieux s'écoulait. L'archevêque Ugrin réprimanda publiquement le roi pour son incompétence. Il lui cria devant toute l'armée. Finalement, l'armée hongroise sortit du camp. Cependant, ce délai avait donné à Batu suffisamment de temps. Toute sa force avait traversé le fleuve. Les Hongrois faisaient face à un cauchemar tactique. Ils étaient en supériorité numérique face au détachement de Batu. Cependant, le fleuve Sajo était derrière eux, limitant leur espace de manœuvre. De plus, Subutai se trouvait quelque part avec le reste de l'armée mongole. La cavalerie hongroise percuta la ligne mongole avec une férocité désespérée. Pendant un temps, il sembla qu'il pourrait repousser les Mongols dans le fleuve. Les forces de Batu subissaient de lourdes pertes. Il perdit 30 de ses bâtards personnels, ses gardes du corps d'élite. Un de ses lieutenants supérieurs, nommé Bakatou, fut tué. Il dirigeait un assaut contre un point fort hongrois. Les chroniques médiévales suggèrent que Batu envisageait un retrait. C'est alors que Subutai arriva avec la 2e armée mongole. Cette armée avait fini de construire son pont improvisé au sud. Elle avait traversé le fleuve derrière la position hongroise. Subutai attaqua l'arrière hongrois. Soudain, les Européens se trouvèrent pris entre 2 armées mongoles. Le fleuve bloquait toute retraite. Ils se replièrent vers leur camp de chariots fortifiés avant que Subutai ne puisse achever l'encerclement. Mais ils étaient maintenant piégés à l'intérieur de ce qui avait été conçu comme une position défensive. C'était devenu un terrain d'exécution.
Les Mongols encerclèrent le camp hongrois et commencèrent un bombardement systématique. Ils utilisèrent leurs machines de siège et possiblement d'anciennes armes à poudre. Plusieurs historiens modernes ont indiqué que les Mongols déployèrent des armes à feu chinoises et des armes à poudre à Mohi. Cependant, ce point reste discuté. Des sources contemporaines mentionnent des flèches enflammées et des bombes au naphté. Celles-ci incendièrent les tentes hongroises. Pierre après pierre, elles s'écrasèrent sur les fortifications. Des flèches enflammées pleuvirent. Elles mirent le feu aux tentes, créant un enfer à l'intérieur du camp bondé. Le bruit devait être assourdissant. On entendait les cris des hommes blessés et mourants. Il y avait le fracas des pierres heurtant le bois et les eaux. Le rugissement des feux et le tonnerre de milliers de chevaux s'y ajoutaient. Les nobles hongrois, qui avaient montré peu de loyauté envers leur roi avant la bataille, montrèrent alors leur vrai visage. Ils voulaient fuir, mais ils étaient encerclés. La panique se répandit dans le camp comme une traînée de poudre. Des hommes piétinèrent leurs propres camarades à mort en tentant d'échapper au bombardement. Koloman, le frère de Béla, rallia suffisamment d'hommes pour faire une sortie une fois de plus. Ce fut une charge de cavalerie désespérée. Les Mongols les repoussèrent. Puis, après des heures de bombardement, l'armée hongroise fut transformée en une foule d'hommes terrifiés. Les Mongols firent quelque chose qui révéla la sophistication de leur guerre psychologique. Ils ouvrirent délibérément une brèche dans leur encerclement. Cela ressemblait à un miracle, une voie d'évacuation. Les soldats hongrois démoralisés, voyant une issue à ce piège mortel qu'était devenu leur camp, abandonnèrent leur position. Ils fuirent vers la brèche. C'était le moment que Subutai attendait. Dès que les Hongrois se déversèrent du camp en une foule désorganisée, la cavalerie mongole frappa. Ils n'étaient plus en formation militaire, plus sous commandement. Ce n'étaient que des milliers d'hommes désespérés courant pour sauver leur vie. Les Mongols avaient positionné des forces des deux côtés de la brèche. Tandis que les Hongrois s'y enfuyaient, les archers à cheval mongols commencèrent à les massacrer. Les Européens couraient dans la panique, jetant armes et armures pour aller plus vite. Les flèches mongoles les abattaient par centaines. Ceux qui franchirent la première épreuve trouvèrent d'autres cavaliers mongols qui les attendaient. Ils étaient positionnés le long de la route de retraite. Cela transforma la retraite en un massacre qui s'étendit sur des kilomètres. Thomas de Spalato, qui interrogea de nombreux témoins oculaires, écrivit que la route par laquelle les Hongrois tentèrent de fuir était jonchée de tant de cadavres que le sol était devenu teint en rouge par leur sang. Pensez à cette image. Il y avait tant de sang que cela changea la couleur de la terre. Le massacre dura des heures. L'archevêque Ugrinchak fut abattu et tué. Un autre archevêque, 3 évêques et de nombreux autres hauts fonctionnaires subirent le même sort. Koloman réussit à s'échapper. Cependant, ses blessures étaient si terribles qu'il mourut quelques jours plus tard. Le roi Béla lui-même s'échappa de justesse. Il s'enfuit vers l'ouest avec une poignée de gardes. Les Mongols traquèrent et tuèrent systématiquement les restes de son armée. Des sources contemporaines rapportent que 10 000 soldats hongrois furent tués. C'était la quasi-totalité de l'armée qui s'était rassemblée à Mohi. Certaines estimations sont beaucoup plus élevées. Des chroniqueurs ultérieurs ont affirmé jusqu'à 70 000 morts. Cela inclut les massacres ultérieurs de civils et de soldats dans toute la Hongrie. Les Mongols subirent également des pertes. Celles-ci furent exceptionnellement élevées pour eux. Le banquet houleux d'après-victoire révéla les tensions au sein du commandement mongol. Batu reprocha à Subutai les pertes subies par son aile lors de l'assaut initial. Subutai rétorqua que l'impétuosité de Batu avait causé ces pertes en premier lieu. D'autres princes mongols accusèrent Batu d'incompétence,
Ils dirent donc qu'il avait profité du succès de Subutai pour remporter la victoire. Malgré cette friction interne, la réalité était indéniable. Les Mongols avaient remporté l'une des victoires militaires les plus complètes de l'histoire. Ils avaient détruit une armée bien plus grande que la leur. Toute la Hongrie s'ouvrait à la conquête. L'armée hongroise anéantie, les Mongols lancèrent une campagne de terreur et de dévastation. Elle allait marquer la Hongrie pour des générations. Ils prirent et incendièrent la ville de Pest. Ils attaquèrent Esztergom et tuèrent la majeure partie de sa population. Ils occupèrent systématiquement les grandes plaines hongroises, les pentes nord des Carpates et la Transylvanie. Là où ils rencontrèrent de l'ancien concurrent de la résistance, ils tuèrent consumèrent tout le monde. Là où les habitants n'offrirent aucune résistance, ils réduisirent sans les hommes en servitude dans l'armée mongole. Ils les asservirent essentiellement pour servir de chair à canon lors de futures batailles. Près de la moitié de tous les lieux habités de Hongrie furent détruits. Entre 15 et 25% de la population hongroise fut tuée. Certaines estimations suggèrent que jusqu'à 500 000 personnes moururent. Ces décès eurent lieu pendant l'invasion et la famine qui s'ensuivit. Les Mongols détruisirent délibérément les champs agricoles et les systèmes d'irrigation. Cela causa une famine de masse qui tua autant ou plus de personnes que l'invasion initiale. Le roi Béla, sans aucun endroit sûr dans son royaume, s'enfuit en Dalmatie. Puis, il alla en Autriche. Là, son allié supposé, le duc Frédéric, l'arrêta. Il lui extorqua une énorme rançon en or. Il le força à céder 3 comtés occidentaux à l'Autriche. Pensez-y! Le voisin de la Hongrie ne vit pas la destruction du royaume comme une tragédie à empêcher. Il la vit comme une opportunité de profit. L'impact psychologique de ces 2 batailles se fit sentir dans toute l'Europe. En l'espace de 72 heures, seulement, du 9 avril au 11 avril 1241, 2 des plus grandes armées européennes de la période médiévale avaient été complètement détruites. La fleur de la noblesse polonaise et hongroise gisait morte dans des champs qui resteraient dans les mémoires comme des lieux de massacre. Les Mongols avaient démontré que les tactiques militaires européennes, les armures européennes et la chevalerie européenne ne valaient rien. Elles ne pouvaient rivaliser avec leur mobilité supérieure, leur coordination supérieure et leur génie tactique supérieur. La panique se répandit jusqu'à la côte atlantique. Des chroniques d'Angleterre, de France et d'Espagne rapportant la terreur qui s'empara des cours européennes. Elles réalisèrent que rien ne se tenait entre la horde mongole et la conquête complète du continent. Le pape appela à une nouvelle croisade. Elle n'était pas dirigée contre les musulmans en Terre Sainte. Elle visait les Mongols qui menaçaient l'existence même de la chrétienté. Les marchands cessèrent de commercer. Ils craignaient que les routes ne soient bientôt parcourues par des pillards mongols. Les paysans abandonnèrent leurs champs, saisis de terreur. Pour la première fois depuis la chute de Rome, les Européens firent face à la possibilité très réelle que toute leur civilisation soit balayée. Mais ensuite, en décembre 1241, quelque chose se produisit à des milliers de kilomètres de là, en Mongolie, qui changea tout. Ögedei Khan, le fils de Genghis Khan et souverain suprême de l'Empire mongol, mourut. La loi mongole exigeait que tous les princes de sang retournent à Karakorum pour le Kurultai. C'était la grande assemblée qui élirait le prochain Grand Khan. Batu, malgré ses victoires et malgré avoir toute l'Europe à sa merci, n'eut d'autre choix que d'obéir. Les armées mongoles se retirèrent de Hongrie et de Pologne. Elles ne revinrent jamais avec une telle force. Certains historiens ont suggéré que les Mongols n'auraient de toute façon pas pu conquérir l'Europe occidentale. Ils pensaient que le terrain fortement boisé,
et les nombreux châteaux de pierre les auraient arrêtés. Mais cela ignore le fait que les Mongols avaient conquis des terrains similaires en Chine et en Russie. Ils étaient passés maîtres dans l'art de la guerre de siège. Ils venaient de détruire 2 des plus grandes armées européennes avec une relative facilité. Cela s'est produit malgré des pertes plus élevées que la normale. La réalité est que l'Europe n'a pas vaincu les Mongols. Elle fut sauvée par la mort d'un seul homme en Mongolie. L'héritage de ces 3 jours d'avril 1241 s'étendit bien au-delà des pertes et destructions immédiates. La Hongrie se reconstruisit. Cependant, il fallut des générations pour se remettre de la catastrophe démographique. Le roi Béla tira les leçons de l'invasion. Il passa, les décennies suivantes, à construire des fortifications en pierre dans tout son royaume. C'étaient ces mêmes châteaux que la politique royale avait précédemment interdit aux nobles de construire. La Pologne reconstruisit ses armées et apprit de nouvelles tactiques. Mais le souvenir de la terreur mongole ne s'estompa jamais. Pendant des siècles, les mères hongroises effrayèrent leurs enfants désobéissants. Elles leur disaient que les Mongols viendraient les chercher. La bataille de Legnica est toujours commémorée sur la tombe du soldat inconnu de Pologne, à Varsovie. Une inscription mentionne la date du 9 avril 1241. Les chroniqueurs médiévaux luttèrent pour comprendre ce qui s'était passé. Comment des armées chrétiennes commandées par des nobles pieux et défendues par des moines guerriers purent-elles être si complètement détruites par des païens des steppes? Si l'on regarde les chiffres bruts, l'ampleur du désastre devient claire. À Legnica, entre 2000 et 40 000 soldats européens moururent. Parmi eux se trouvait le duc Henri II, Boleslav de Moravie, la plupart de la noblesse silésienne. Des contingents entiers de chevaliers templiers moururent jusqu'au dernier homme en défendant la chrétienté. À Mohi, 2 jours plus tard, 10 000 à 70 000 Hongrois moururent. Cela incluait 3 archevêques, 3 évêques et la majeure partie de l'armée royale hongroise. Combinés, ces 2 batailles coûtèrent à l'Europe plus de 100 000 soldats tués. Cela se produisit en seulement 72 heures. C'était un taux de perte qui ne serait pas égalé avant la guerre industrielle du XXe siècle. Et voici ce qui rend la chose encore plus terrifiante. Pour les Mongols, ce n'était que 2 batailles dans une campagne. Cette campagne les avait déjà vus conquérir des empires. Elle s'étendait du Pacifique aux portes de Vienne. Subutai avait orchestré des campagnes sur des milliers de kilomètres. Il avait coordonné plusieurs armées pour frapper simultanément. Il démontra un niveau de sophistication stratégique que les commandants européens n'atteindraient pas avant des siècles. Les batailles de Legnica et de Mohi n'étaient pas des combats désespérés où les Mongols s'en sortirent de justesse. C'étaient des destructions systématiques des forces ennemies. Elles utilisaient des tactiques que les Mongols avaient perfectionnées pendant des décennies de conquête. Que se serait-il passé si Ögedei Khan n'était pas mort? Si les armées mongoles avaient continué vers l'ouest, elles auraient fait face à une Europe paralysée par la terreur. Ses plus grandes armées auraient été détruites. Sa noblesse aurait été décimée. Ses tactiques militaires auraient été prouvées totalement obsolètes. Les monastères, qui préservaient le savoir classique, auraient pu brûler. Les cathédrales gothiques construites à travers l'Europe auraient pu être rasées. La Renaissance, qui allait transformer la civilisation occidentale, n'aurait peut-être jamais eu lieu. Cela est dû au fait que la civilisation elle-même aurait pu être subjuguée ou détruite. Pensez à cela la prochaine fois que vous verrez un château médiéval européen ou lirez sur des chevaliers en armure étincelante. Tout cela a survécu non pas parce que la puissance militaire européenne a arrêté les Mongols. C'est parce qu'une seule mort en Mongolie les a fait rebrousser chemin. Les Mongols montrèrent à l'Europe à quel point elle était vraiment vulnérable.
Pour les royaumes hongrois et polonais qui subirent le plus fort de l'invasion, les cicatrices perdurèrent pendant des générations. Les batailles de Legnica et de Mohi sont des rappels de la rapidité avec laquelle la supériorité militaire peut changer. Elles montrent comment l'innovation tactique peut l'emporter sur l'avantage numérique. Elles révèlent aussi comment le destin des civilisations peut dépendre d'événements bien au-delà de n'importe quel champ de bataille. Subutai, le brillant architecte de ces victoires, ne revint jamais en Europe. Il mourut en 1248. Il avait conquis plus de territoire que tout autre commandant de l'histoire. Batu Khan établit la Horde d'Or en Russie. Le règne mongol y dura encore 2 siècles. Mais l'Europe occidentale, sauvée par l'accident de la mort d'Ögedei, aurait le temps de s'adapter, d'apprendre. Elle allait éventuellement développer les innovations militaires qui en feraient une puissance mondiale. Ces 3 jours d'avril 1240 et un restent un rappel frappant. Ils montrent à quel point l'Europe fut proche d'un futur très différent. Les sabots tonitruants de la cavalerie mongole faillirent réécrire toute l'histoire de la civilisation occidentale. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'une des campagnes militaires les plus brutales de l'histoire. Si ce récit de la terreur mongole vous a donné une nouvelle appréciation de la fragilité de la civilisation européenne au Moyen Âge, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez d'autres explorations approfondies. Elles concernent les réalités sombres et brutales de la guerre historique qui a façonné notre monde. Et laissez un commentaire en me disant quelle bataille ou quel événement historique sombre vous voulez que je couvre ensuite. Devrais-je explorer la chute de Bagdad face à ces mêmes Mongols? L'horreur absolue du siège de Jérusalem pendant la première croisade? Ou peut-être plonger dans les tactiques brutales des conquistadors espagnols? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.